Ce qu'il faut que les marques comprennent, c'est que, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi de visuels en marque blanche, le podcast, c'est des auditeurs qui vont écouter. S'ils voient sur le logo qu'il y a une marque en énorme, s'ils voient que tous les 2 mots, on va parler de la marque et on va faire une sorte de pub, ils vont plus écouter. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour Cécile et Marjorie, et merci beaucoup de m'accueillir chez vous. C'est chez toi, je crois, Marjorie. Oui, c'est chez moi, effectivement. Hello. Sympathique. Et d'avoir répondu aussi rapidement à ma demande. Avec plaisir. Et désolée par avance aux auditeurs pour ce petit rhume. Voilà, je précise quand même. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de podcast, logique, et particulièrement de podcast de marque. Donc Marjorie et Cécile, vous êtes les fondatrices de l'agence Double Monde, une agence spécialisée dans le podcast de marque et dans la création et production de podcasts immersifs. Donc toutes les deux, vous avez connu le monde du podcast en créant le vôtre. Donc avec Ex-Expat, le podcast pour Marjorie, et Awesome Impats pour Cécile. Alors moi, c'était pas un podcast, c'était plus une communauté. Voilà. J'avais lu le podcast. Et je faisais des événements, et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, en fait. Très bien. Ouais. Donc voilà. Pardon, mauvaise information. Mais en effet, on a fait des podcasts en live. C'est ensemble, ça, ouais. Oui, c'est voilà. ça. Les hors-séries. Les hors-séries Ex-Expat. Tout à fait. Ça marche. Donc tout se recoupe. Ouais, la boucle est bouclée. Donc avant de vous laisser me raconter cette belle histoire, j'ai quelques petites questions rapides pour vous. Donc le but c'est de répondre rapidement sans réfléchir. C'est ce que j'appelle le Fast and Curious. Ok. Voilà. Number 9. On essaye, on tente des petites choses comme ça. Alors, thé ou café? On commence simple. Ah, thé. Thé. Toutes les deux. Toutes les deux, vous êtes d'accord. Radio ou podcast? Ah, ouais. Mon cœur balance. Ouais. Non, podcast de radio à ce moment-là. Podcast de radio. Podcast. Non, Je suis assez. non. Je suis assez France Inter. C'est vrai que j'ai quand même été immergée avec ça. Ouais, mais après, t'es une agence de podcast. Tu peux pas commencer à aimer le podcast de radio. C'est nos concurrents en direct. Mais c'est ça en fait. C'est ce qui nous différencie là-dessus, c'est que moi je viens pas du tout du monde du podcast à la base. Je trouve que ça fait même pas trop ce que c'était que le podcast avant de rencontrer Marjorie. Quand t'as commencé. Donc tu vois, mais évidemment je baigne aussi grandement dans le podcast et j'écoute de toute façon nos productions. Donc voilà. Moi je peux pas faire l'un ou l'autre parce que j'ai grandi à la radio. Ça fait 25 ans que je fais de la radio et pareil finalement j'ai découvert le podcast il y a pas si longtemps que ça. Enfin c'est pas vrai parce que Europe 1 était très très fort dès 2006 sur le podcast. Donc mais bien sûr je suis une enfant de la radio. C'est comme choisir entre deux enfants finalement. Oui c'est ça, on peut pas. Là, on peut pas. Ok, alors format interview ou plutôt reportage? Un reportage, moi j'aime bien. Ah, moi j'aime bien les deux. Okay. Et je trouve qu'en fait, ça va ensemble. Ouais, tu fais des interviews dans l'immersif, c'est ce qu'on fait. De toute façon, on allie les deux. Hein. Ouais. Podcasteuse ou productrice? C'est plutôt comment est-ce qu'on s'appellerait? Quelqu'un qui crée un podcast, c'est plutôt une podcasteuse ou plutôt une productrice de podcast? Oh non, on est podcasteurs quand même. Moi, je nous mets en podcasteur parce que déjà, on a la passion finalement quand même du son. Enfin, on est passionné par la création de contenu. Et après, évidemment, on produit aussi nos propres podcasts et on apporte aux marques, aux entreprises, évidemment, l'expertise sur la prod, la post-prod, etc. Mais je dirais qu'avant tout, quand même, on garde quand même l'esprit du journaliste découvreur, quoi. Donc le podcast, c'est un peu ça, c'est de vouloir aller chercher chez les gens et chez les marques, si on parle de marques, ce qui se passe vraiment au fond, quoi. Le côté coulisses, comme on dit souvent, le côté sentiment, le côté émotion. Donc là, bien sûr qu'il y a du podcast journalistique, mais on est obligé aussi d'avoir la visière producteur parce que il y a toute la machine derrière. Donc il y a les deux. Il y a les deux. Oh là là. On n'est pas très. On serait pas balance, parce que franchement, moi, ma famille, c'est plein de balances et ils savent jamais choisir. Fast and Curious. Alors le dernier n'est pas facile non plus. Podcast natif ou de marque? Ah, natif.
Oui, mais nous on fait du natif pour les marques, donc en fait là aussi. Ça. Mais c'est pour ça que je dis tout de suite natif, parce qu'en fait c'est ce qu'on propose aux marques. Ouais. Voilà, nous on fait vraiment et on entraîne, et les marques comprennent de plus en plus évidemment qu'il faut aller vers vraiment du podcast natif pour elles-mêmes se démarquer, voilà, et communiquer de façon hyper impactante et qualitative. Donc nous les pitchs qu'on livre, c'est du natif pour les marques, quoi. Ouais. Ok. Donc, désolé. Non, pas de souci. Oui, c'était en opposition du coup au replay radio, j'imagine, ce que vous. Voilà. Ah bah oui. Oui, ok. Parce que pour moi, natif, c'était vraiment les podcasts que vous produisez vous. Oui, la création, quoi. Voilà. Ouais. Et après, effectivement, pour les marques. Mais c'est du natif de marque, effectivement. Voilà, exactement. C'est qu'il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait, ou qu'au moins il y ait des choses qui touchent encore une fois les auditeurs. Si c'est juste pour faire sa pub, pour moi, ça c'est pas un podcast de marque, ça devrait pas être ça. Ouais. Okay. Et puis il y a pas d'impact après sur les audiences, de toute façon, parce que l'auditeur n'écoutera pas ça. Et c'est ça, en fait, c'est aller au-delà de ce qu'on connaît déjà d'une marque, aller chercher l'angle qui fait qu'on va parler d'autre chose que du produit, quoi. Mais qui va le caractériser, évidemment. Ouais. Ok, bon, alors maintenant qu'on a toutes ces informations, on peut attaquer avec les vraies questions. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement un peu de votre parcours avant de vous lancer dans l'aventure Double Monde? Donc chacune, parce que vous avez des parcours très différents et du coup très complémentaires. Et des casquettes aussi différentes. Ouais, dans Est-ce que vous faites avec Alors on va commencer par moi, parce que quelque part c'est moi qui ai lancé cette idée de faire cette agence studio Double Monde. Moi, ça fait donc 25 ans que je suis journaliste radio. J'ai commencé par une petite radio qui s'appelle Radio Notre-Dame, mais qui est pas si petite que ça, mais à chaque fois ça me fait rire rien que de le dire que j'ai fait ça. Mais c'est comme ça vraiment que j'ai commencé, puisqu'avant j'étais comédienne et j'avais fait les cours Florent, j'étais partie un an à New York, et puis voilà, le journalisme m'intéressait quand même beaucoup, un peu lassée de la comédie, surtout de pas avoir de job. J'ai fait de la radio, je suis arrivée chez Radio Notre-Dame, je suis restée un petit peu. Là, j'ai eu un job à Radio Classique pendant 5 ans, puis j'ai été prise à Europe 1. Et puis, j'ai rencontré un Canadien qui m'a dit « J'en ai marre de Paris », ça faisait 7 ans qu'il trouvait pas de boulot dans ce pays. En France, je veux dire. Ouais. Et il était barman alors qu'il a un master de droit, enfin n'importe quoi. Et donc il m'a dit au bout d'un an d'Europe 1 seulement, alors que pour moi c'était le Graal, parce que j'avais pas fait d'études de journalisme, soyons clairs, j'avais juste fait une fac de com. Au bout d'un an, j'ai dû aller voir Monsieur Elkabach et j'ai dit je m'en vais. Je vais au Canada. Il me dit Rollman, mais enfin ça va pas, parce que je m'appelle Rollman en fait. Quand j'étais pas mariée. Oui, et donc voilà, et on est parti. Et du coup, j'ai travaillé pour Radio-Canada pendant 10 ans. Alors avant, je faisais beaucoup d'économie. En arrivant au Canada, j'ai fait de la culture, qui était mon dada, venant du théâtre. Voilà. Donc là, c'était super. J'étais animatrice, etc. Et puis, en rentrant à Paris, la cata, impossible de retrouver un boulot de journaliste. Et ça, c'était quand ? En 2015. D'accord, okay. 2015. Ah ouais. Et là, ça a été un peu la douche froide terrible, parce que je m'y attendais un peu, mais pas à ce point. J'ai mis ça sur le dos de beaucoup de choses, mais notamment mon âge, j'en avais déjà 42, être femme un peu de cet âge, et puis le fait d'être plus franco-française, puisque pendant 10 ans j'étais canadienne quand même quelque part, même si j'étais à la radio en français. Et donc voilà, j'ai senti que ça le ferait pas, et j'ai fait plein de petits boulots très sympathiques mais qui n'avaient rien à voir, ce qui est un bilan de compétences très intéressant, de faire d'autres choses, parce que du coup j'ai pas eu à aller faire un bilan de compétences chez Pôle emploi. J'ai bien compris qu'en fait mon vrai boulot c'était effectivement d'être journaliste radio, ou d'être journaliste, ça confirmait, parce qu'être programmatrice musicale sur une guinguette, en fait c'était pas si bien que ça, ou RP dans je sais pas quoi. Donc voilà, et là je me suis dit c'est tellement la galère cette histoire que je vais faire un podcast, puisque c'est la mode. C'était déjà la mode en 2016, truc comme ça. 2018, non 2018, ouais, voilà. Et là, j'ai fait Ex-Expat, le podcast, avec Laurie Martinez, qui était à l'époque ma collègue, mon associée, mais mon associée sur un podcast. Et puis on s'est rencontrés avec Cécile comme elle venait de rentrer, elle m'a invitée, je vais te laisser raconter l'histoire, à une de ces petites présentations super sympathiques, événements. Et voilà, vas-y, continue. Oui, alors en effet, on s'est rejoints à un moment donné. Moi, j'ai un profil et un background école de commerce, marketing communication. J'ai commencé en effet à bosser dans la communication, l'événementiel à Paris. Ensuite, je suis partie pendant 8 ans m'expatrier à Zurich pour 4 ans et à Détroit pour 4 ans. D'accord. Je suis revenue en France. J'avais touché un peu au monde politique quand j'étais aux États-Unis, parce que ça me passionne, et j'ai voulu continuer à m'investir en politique lors de mon retour à Paris. C'était il y a 3 ans maintenant. C'était une année non électorale, et
Et puis voilà, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, donc c'est aussi plus compliqué. J'avais pas de réseau vraiment fort dans ce monde-là, donc ça n'a pas fonctionné. Je me suis dit ok, je suis de retour en France. En effet, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui sont pas efficientes au niveau du retour en France pour les ex-expats, administratives, professionnelles, pour les enfants, au niveau des papiers. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses compliquées. Et donc je me suis dit bon, je vais faire un truc, c'est que je vais mettre en place des événements. C'était mon truc, faire des événements pour une communauté en fait d'ex-expats qui revenaient en France. Donc je faisais ça à Paris et il y avait un talk pendant ces événements où je faisais venir justement des personnalités politiques, économiques, start-up qui avaient fait leur trou à Paris et entourés de gens justement qui pouvaient aussi nous donner des clés et qui pouvaient agir pour me permettre un retour des ex-expats plus efficient. J'ai identifié Marjorie sur les réseaux puisqu'elle avait fait son pote pour ce qu'elle était en train de produire. Oui, qui marche bien, ouais. Et qui continue d'ailleurs gentiment, mais parce que j'ai plus le temps. Et donc voilà, j'ai identifié Marjorie sur les réseaux. Je lui ai proposé de venir à un des événements. On s'est tout de suite très bien entendu. Moi, de faire les talks avec interview, c'était pas mon truc, puisque je ne suis pas journaliste. Et donc je lui ai dit, je vais repasser le bébé en disant, écoute, si ça te dit, moi je fais des talks à peu près, c'était quoi, tous les 2 mois. Tu viens, on prépare le truc ensemble et tu t'interviews. Elle m'a dit, ok, on y va. La sauce a pris entre nous, en tout cas, bien. Et puis même les petits événements marchaient très bien. Les événements marchaient bien. On avait du monde qui venait. Les gens étaient super heureux et je voulais garder vraiment, parce que quand on est à l'étranger, on a une dynamique, on est content, tout est possible en fait, tout paraît possible. Et ça, quand on revient en France, c'est un peu compliqué. On se bride, etc. Et je voulais vraiment garder ce mindset de tout est possible. C'est pas parce qu'on revient que on peut plus tenter des trucs, que l'énergie est moins bonne, etc. Et donc au fur et à mesure, Marjorie est venue me voir un jour pour me dire, mais écoute, t'as la compétence où je vois que tu peux ramener du monde, t'aimes bien aller vers les gens, enfin voilà. Mais c'est ça, elle a un côté organisationnel et très commercial, assez pour moi époustouflant parce que je sais pas du tout faire ça ou pas bien en tout cas. Et du coup, je me suis dit, ce serait parfait. Ce binôme où on est complètement différentes. Très complémentaires. Et très complémentaires. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je lui dis, mais je ne sais pas ce qu'il y a un podcast, mais tentons. Et donc, on n'a pas mis d'argent tout de suite sur le truc. On s'est dit, on fait des cases. Comme on dit, on fait du test and learn. On fait beaucoup ça encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et on est parti avec nos téléphones portables, nos emails Gmail et à me faire, moi, une base de développement commercial, à me dire, voilà, qui j'aimerais contacter et pour qui ce serait un plus de pouvoir développer le podcast dans leur com. Et ça a commencé avec Tétinger parce que c'est très familial en fait. J'ai une famille qui a toujours beaucoup apprécié le champagne Tétinger. Je les ai appelés et puis Tétinger est aujourd'hui un de nos clients historiques puisqu'on les suit encore et ça fait plus de 2 ans. Et on vient de faire, c'est marrant parce que la roue tourne, ou plutôt on se mord la queue entre guillemets puisqu'on a commencé avec des événements et là on vient de faire un événement avec Tétinger et iCycle. Et d'ailleurs l'épisode est sorti de l'âme d'une maison de Tétinger où on réunit aussi des marques qui peuvent se parler et s'entendre sur des choses très d'aujourd'hui, c'est-à-dire même si c'est censé être familial, ancien du côté de Tétinger et même d'iCycle qui est pas tout jeune, qui est 87 je crois, en fait ils se retrouvent dans ce qui est à la mode aujourd'hui et qui est important, c'est-à-dire le côté environnemental, attention à la terre, voilà, donc le côté RSE, donc c'est marrant parce que c'est vrai, la boucle est bouclée entre guillemets. J'espère qu'elle n'est pas complètement bouclée, mais au bout de 2 ans, on revient à des choses qu'on faisait il y a 2 ans. C'est des opportunités qui se créent en fait sur le. C'est ça. Et puis en effet, c'est fait là. C'est vrai que les événements c'était un premier shot pour nous, mais c'est des marques qui sont aussi audacieuses dans leur communication. Et donc du coup, c'était intéressant aussi. On a projeté fait écouter les podcasts aussi pendant cet événement-là. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et donc du coup, ça a fonctionné. Et puis on a lancé l'agence en avril 2019 et donc nous sommes en septembre 2021 et ça marche plutôt pas mal. Voilà, on est en bonne croissance et on se développe. Ouais, mais vraiment beaucoup. J'ai l'impression que je vois plein de podcasts qui ressortent. Ah bah oui, on produit pas mal, ouais. Il y a plein de productions. C'est-à-dire qu'on a deux gros pôles aujourd'hui, en fait, différenciés. C'est donc un pôle Double Monde Podcast Studio, donc qui là où on gère tout l'aspect créa, prod, diffusion, médiatisation pour les marques, et un autre pôle Double Monde Création où là, en effet, on lance nos productions en propre. On a un peu fait l'inverse de beaucoup de studios qui ont commencé avec des natifs
Nous, on avait besoin de se faire un peu de cash, effectivement. Et on s'est dit, quoi de mieux que de proposer des podcasts natifs, comme on disait tout à l'heure, aux marques pour développer justement notre marque à nous et le fait aussi de gagner un peu d'argent. Et ensuite, d'avoir cet argent pour finalement aller vers nos propres créations et pouvoir quelque part vraiment choisir notre éditorial. Et les deux, en fait, s'apportent mutuellement. Tout à fait, complètement. Tout à fait. Absolument. Et c'est vrai que nous, on va aussi sur des sujets, comme tu disais, où on choisit nos lignes éditoriales et on va faire des sujets vraiment qui nous tiennent à cœur, où nous seuls décidons en effet des thèmes qu'on va aborder. Et donc, on a lancé 3 natifs à ce jour. Je te crois, saison 1, qui porte sur la thématique de la violence faite aux femmes. Je te crois, saison 2, qui va être lancée en avant-première au Paris Podcast Festival le 17 octobre, en talk à 13h30. Et où il y aura sur scène des intervenants du podcast, évidemment. Et puis, et là, on parle d'harcèlement scolaire. Et là, on parle d'harcèlement scolaire. Parce que le podcast Je te crois est sur les gens dont on n'entend pas la voix, ou souvent à qui on dit je te crois pas, ou je ne sais de quoi tu me parles. Voilà, en fait, la parole est mise en doute. Voilà, la parole est mise en doute, exactement. Alors ça, c'est un de nos podcasts natifs. Le deuxième, Yuris, donc, où on va dans les pas d'une avocate qui mène des grands combats et qui est d'ailleurs avocate de plus de 54, je crois, 54 victimes des terrasses et du Bataclan. Parce qu'il y a un nouveau podcast que vous allez sortir justement sur les attentats. Il est sorti, c'est la suite en fait. Il y a Yuris saison 1 qui était sur c'est tout sur les grandes causes, mais la première était sur la pollution à Saint-Malo. Là, cette avocate Virginie Leroy est donc sur les attentats. Le procès vient de commencer, donc on la suit évidemment sur le procès. Est-ce que vous avez déjà fait les enregistrements ? On a fait un prologue qui est de la transition entre ce qu'on sait de ce qu'on a tous vécu en 2015 vers le procès. Et donc, nous, on a voulu faire une sorte de fiction qui... basée sur des faits réels. Basée sur des faits réels, qui met en parallèle une journée d'un terroriste, et la même journée, c'est-à-dire le vendredi 13 novembre, d'un terroriste et d'une victime. Évidemment, il n'y avait pas qu'un seul terroriste et il n'y a pas eu qu'une seule victime, malheureusement. Bon, mais on s'est basé sur tout ce qu'a pu avoir Virginie Leroy de ce qui a été dit et pareil dans les médias sur les terroristes, les choses qui ont pu être connues. Et puis, on s'est basé sur une victime qui nous a raconté l'avant Bataclan. Sa journée. D'accord. Et aussi comment elle était avant. Donc voilà, c'est une mise en parallèle. Voilà, mais c'est vraiment une fiction. Et c'est vraiment pour se mettre, malheureusement, de nouveau dans l'idée que ces gens-là sont tous des humains, qu'ils avaient une vie avant le Bataclan, et qu'est-ce qu'elle aurait pu être, qu'est-ce qu'elle était avant le Bataclan, parce qu'on sait ce qui s'est passé à ce moment-là. On sait que beaucoup de gens sont extrêmement meurtris aujourd'hui. Et ces gens-là vont devoir passer 9 mois à aller au tribunal et voir face à eux ceux qui ont participé ou pas, en tout cas, être confrontés à des accusés. Donc voilà, on voulait remettre en place les choses. D'accord, ok. Et après, on donnera la parole à tous les acteurs qui gravitent autour du procès, justement. Des experts, des historiens, des magistrats. Voilà, beaucoup plus dans l'analyse. Le podcast va durer sur les 9 mois, un épisode par mois, pour l'analyse. Et pas dans le dur, pas dans le chaud, comme toutes les radios où on n'est pas dans l'actu quotidienne. Voilà. On va vraiment voir ce qui se passe et prendre du recul par rapport à ce qui se passe, analyser. Voilà. Et c'est ça justement le pouvoir du podcast, c'est de pouvoir prendre le temps. Exactement. De pouvoir analyser en profondeur. Et le dernier podcast, quand même, natif, c'est 40 sur la crise de la quarantaine ou pas d'ailleurs, le mythe ou pas, la renaissance ou pas, ou la chute, on ne sait pas. Et on a 2 épisodes en général, alors ça peut être 1, ça peut être 3, d'une personne qui nous raconte sa bascule de vie. Sa bascule de vie, voilà. J'ai vu une reconversion. Il y a des reconversions, il y a des coming out, il y a des histoires de mythomanie totale, il y a des histoires de découverte de soi. Enfin, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment cette fameuse crise de la quarantaine. On la voit, on sait qu'elle existe, on en parle, mais est-ce qu'elle est la même à chaque génération ? Nous qui vivons un moment quand même assez charnière et qui avons vécu à 25 ans un changement total de vie, quoi, entre l'ancien monde et le nouveau. Et pour moi, l'ancien et le nouveau, ils se séparent par Internet, plus ou moins. Ouais. Donc c'est tous ces gens qui, là, à 40 ans, se disent
attends, en fait, alors quand je dis 40, de 38 à 55, voilà ma quarantaine à moi. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a aussi des gens qui vont nous raconter aussi leur 40 et leur bascule de vie. Il y a 20 ans, il y a 40 ans. Bien sûr. Voilà. Alors, bon, j'avais mis ces questions après, mais du coup, c'est pas grave. On va faire d'abord le côté podcast natif. Du coup, ma question, c'était pourquoi est-ce que vous avez cette envie ou ce besoin de créer aussi vos propres émissions, parce qu'on l'a dit, vous avez commencé par créer des émissions, je crois que vous l'avez dit un peu d'ailleurs, mais vous avez commencé par créer des podcasts natifs pour des marques. Et c'est quoi le message que vous voulez passer avec ces propres émissions? Mais je crois que vous l'avez dit rapidement. En effet, c'est ce que disait Marjorie, c'est le choix de pouvoir développer aussi le pôle Double Monde création, donc avec nos propres productions, nos propres créations. C'est en effet de choisir notre ligne éditoriale et d'aller à la rencontre de ceux qu'on a envie de faire parler, de décortiquer les sujets qui nous tiennent à cœur. Voilà. Et c'est vrai que c'est souvent assez sociétal pour l'instant, mais on fera peut-être totalement autre chose. On va peut-être faire de la fiction. D'ailleurs, on a commencé. Peut-être. De quoi? De l'humour. De l'humour, pourquais pas. Oui, j'aimerais bien faire un truc léger bientôt, parce que c'est vrai que c'est pas hyper léger ce qu'on fait. On est sur des sujets un peu rudes. Mais remarque sur des sujets un peu rudes, mais 40, en effet, il y a des histoires qui sont drôlement, qui sont follement drôles. Voilà. Mais en effet, d'avoir peut-être quelque chose qui est un petit peu plus léger. Mais justement, c'est ça, c'est que tout nous paraît complètement ouvert et on peut vraiment laisser vagabonder notre imagination, notre créativité, parce que c'est ça aussi, je pense, qui nous réunit, et c'est ce qu'aiment aussi les clients qui nous choisissent. C'est parce que nous, quand on pitch, on va aussi vers quelque chose qui va un peu dans l'espace, là, qui va vraiment, encore une fois, au-delà de ce qu'on connaît de leur marque, et c'est ce qui leur plaît, c'est ce qui les séduise. Et donc, encore plus que vis-à-vis d'une marque, pour nous, on peut encore plus s'exprimer sur ces créativités-là. Et d'ailleurs, on peut faire tout de suite un appel à ceux qui ont des bonnes idées. C'est que là où tu nous demandais tout à l'heure, podcasteuse ou productrice, alors là, je vais parler en tant que productrice. C'est que mes idées, elles sont sympas. Je suis très contente des 3 podcasts qu'on fait. Absolument. Mais les idées des autres sont sûrement encore plus sympas, et que si on a des gens qui viennent avec des bonnes idées, on prendra la casquette de totale productrice si on a assez de sous. Voilà, je fais quand même une petite attention, quoi. Ne nous amenez pas des projets à 3 millions, mais on aimerait beaucoup développer ce pôle création avec des idées des autres. D'accord, parce qu'actuellement c'est vous qui gérez tous les podcasts. Exactement, ça c'est vraiment sous la coupe de Marjorie qui gère ça de A à Z. En plus, en effet, du travail qui est à côté. Et puis au-delà, en effet, je dirais d'élargir notre sphère de création, c'est aussi accompagner des jeunes créateurs, des jeunes des jeunes podcasteurs qui ont pas forcément la machine derrière comme nous on l'a. Voilà, et puis aussi de pouvoir aider, je veux dire, c'est ça aussi, je pense, la communauté de podcasteurs, parce que il y a pas mal d'entraide. On a pas mal d'entraide, on garde encore ça beaucoup aujourd'hui. Il y a même de ce côté communauté. Interagence, studio. On a créé un syndicat, PIA, le syndicat des podcasts, enfin des podcasteurs indépendants. Exactement. Donc il n'y a pas les grosses machines. Alors vous allez me dire, donc il n'y a pas Binge. Bah si, justement, c'est Binge qui est mais il y a pas au les départ. Machines. Voilà, c'est un indépendant en fait, Binge. Si on le met à côté d'un Magellan, par exemple. Non, mais les grosses machines, c'est surtout les Spotify, Apple, qui se tournent évidemment de plus en plus vers le monde du podcast, et puis qui, voilà, de temps en temps, en tout cas au début, pouvaient un petit peu être délicates. Enfin, les relations étaient un peu délicates au niveau des droits d'auteur, des choses comme ça. Donc voilà, on vient en effet essayer de cadrer tout ça pour que on aille vers une courbe ascendante, voilà, pour tout le monde du podcast, en fait. Tout soit clair. Des projets hyper intéressants. Moi, j'en entends plein. J'ai plein de nanas qui viennent me voir en me disant je veux faire ça, etc. Mais elles n'ont pas d'ailleurs les moyens ou le temps, etc. Elles vont sur notre site internet, elles nous envoient un petit formulaire, parce que d'habitude, c'est les marques qui font ça, avec je m'appelle je sais pas quoi, je pitch ce podcast. Attention, bien mettre un petit copyright quelque part, parce qu'on est très honnête, mais on sait jamais que quelqu'un le voit. Donc, c'est toujours très important. Ça, je dois le dire aux auteurs. Faut toujours bien être sûr que on garde nos idées, qu'elles ne soient pas volées, mais on n'a pas non plus besoin de l'envoyer à la SACD, etc., ou à la SACEM, ou à je ne sais quoi. Vous mettez un petit copyright, juste pour être sûr. Vous nous envoyez le pitch, et puis derrière, on lit, on vous appelle si ça nous intéresse, et puis surtout, encore une fois, si on a le budget. Nous, pour l'instant, on peut pas vous dire, c'est sûr qu'on va en faire 12, mais pourquoi pas? Oui, tout à fait, c'est ça. Puis si ça rentre aussi avec dans notre ligne édito, dans nos envies, dans notre capacité de suivre.
livres. C'est ça. Ok, et ben super intéressant. Et ben on va parler de podcast de marque parce que c'est quand même c'était l'idée. Le sujet de base, voilà. Alors aujourd'hui, donc vous m'avez dit, vous avez commencé avec Tétinger, voilà, ça le champagne. Qui sont vos clients principalement? Est-ce que vous trouvez des points communs entre vos clients? Comment est-ce qu'ils vous trouvent? Est-ce que c'est eux qui vous trouvent? Est-ce que c'est toi qui les démarches? En fait, au début, évidemment, 100% des clients étaient sur du démarchage ou du réseau, puisqu'on était toutes jeunes et pas connues. Okay. En fait, de plus en plus, on a la chance aujourd'hui que les clients viennent à nous, puisqu'elles ont écho des différentes créations qu'on produit. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Et puis, dans la vie d'un entrepreneur, c'est quand même hyper valorisant. Et c'est vrai qu'on est content de se dire qu'il y a des gens maintenant qui arrivent à nous trouver et avec qui ça marche très bien. Ensuite, est-ce qu'il y a des liens entre les clients ou un profil type des profils types, pas du tout. Parce que justement, c'est la force du podcast aujourd'hui. C'est vrai que c'est un média qui est aussi très accessible en termes de budget. Donc c'est vrai que les marques peuvent tester aussi une première série de podcasts. Ça ne viendra pas plomber leur budget comme de l'année. Ensuite, on a des clients qui sont d'activités totalement différentes, de grandeur totalement différente. On travaille en effet avec des entreprises qui sont familiales. On travaille avec des entreprises qui sont cotées au CAC. Ah oui. Des grosses machines. Des grosses machines très processées. On travaille avec des startups. On travaille avec un média. On travaille avec des médias, on travaille avec des gens qui sont dans l'univers du luxe, qui sont dans l'univers du durable, qui sont dans l'univers de l'ingénierie, beaucoup dans l'univers de la santé, dans l'univers des nouvelles mobilités, dans l'univers en effet de la joaillerie. Enfin, c'est vraiment super différent et c'est ça qui est hyper agréable pour nous. Heureusement, parce que on a vraiment en effet des créations et des productions après qui sont super diverses. On s'ennuie pas en fait. Donc ça c'est hyper intéressant. Et moi dans mes démarches commerciales, alors ça paraît peut-être un petit peu très authentique, mais en tout cas, enfin peut-être trop fait à la main quoi. Mais je pense bien meilleur de pouvoir accrocher avec des gens avec qui j'ai une histoire ou dont la marque me parle ou l'histoire me parle plutôt que les valeurs, j'irai chercher exactement où j'irai chercher des trucs et du coup mon discours sera pas j'essaie toujours de trouver une petite accroche et c'est vrai que ça marche. Je vois pour HEC notamment, je sais que notre cliente mais écoute Cécile, je ne sais pas pourquoi mais je n'ai jamais répondu positivement à quelqu'un qui m'appelait pour me proposer quelque chose. Avec toi ça a fonctionné et on a fait on est toujours en diffusion un super podcast. Tomorrow is our business. Ça, c'est le podcast, il est sorti il y a 3 mois et ça marche déjà super bien. Pourtant, c'est en anglais, donc pas forcément évident pour les Français et puis surtout pour distribuer dans le monde. Mais il y a une symbiose avec ces gens d'HEC qui est assez intéressante et impressionnante. C'est pas plus bête que ça. Et puis aussi, j'ai Marjorie qui est derrière, c'est-à-dire que moi, dans mon pitch commercial, évidemment que Marjorie, c'est un énorme atout. On a eu beaucoup de clients parce que Marjorie, elle est journaliste. Donc, si tu veux, pour tout ce qui est structure des épisodes, ligne éditoriale, écriture, évidemment que pour nous c'est un énorme atout et c'est pour ça qu'aujourd'hui Marjorie a créé autour d'elle une équipe de journalistes et de chargés de prod qui sont des gens qui ont une passion pour le son, qui sont experts dans le son et qui ont aussi évidemment toutes les compétences journalistiques. Voilà. Ok. Parce que vous avez commencé donc toutes les deux et aujourd'hui vous avez quand même une équipe qui travaille. Oui, on a des pigistes. Pour l'instant, ce sont surtout des pigistes. Mais enfin, on commence quand même à pas mal se développer avec des prestataires, avec des auteurs. J'allais dire, je passe le relais un peu parce que d'abord. C'est bon quoi, Marjorie Murphy, je pense qu'on l'entend pas mal. Et puis surtout parce que j'ai envie que d'autres s'expriment, certes sur des podcasts qui sont commandés entre guillemets, mais avoir des visions différentes, c'est quand même intéressant. Sinon, je vais faire, au bout d'un moment, je vais finir par faire toujours le même podcast. Donc c'est pas intéressant. Donc et ça, c'est un autre appel aussi d'ailleurs. Hein, s'il y a des pigistes qui veulent faire du podcast de marque, parce qu'il faut quand même dire que c'est du podcast de marque, même si on essaye que ça reste natif, mais on a un process, on a des commandes, enfin il faut discuter avec le client, hein, forcément, on ne fait plus ce qu'on veut. Mais c'est super intéressant parce que comme on a cette touche, cette valeur ajoutée de journaliste, de reportage immersif, d'aller chez les clients, entre guillemets, si je peux les appeler les clients, et de vraiment faire soit découvrir la marque, soit de partager leurs valeurs, leur vision ou des choses comme ça, ça reste du journalisme. Et je trouve que c'est ça le challenge du podcast de marque, c'est de faire passer justement les valeurs, la vision de la marque, sans parler de la marque. Dans un podcast. On en a, je dois dire, Ex-Utero, qui est le podcast L'Essentiel par Massif. Bon, on a plein. Alors, il est encore assez anonyme parce qu'ils n'ont pas assez fait de communication, mais ça commence à être écouté. Ça y est, ils font le lancement et de la médiatisation. On en reparlera peut-être de la médiatisation par la suite. Ça y est, ils commencent à médiatiser leur podcast. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'ils ne parlent pas d'eux.
du tout. D'accord. Là, c'est sur les tabous dans la grossesse. Les tabous de couple pendant la grossesse. Voilà, et on fait vraiment parler soit des couples, soit une mère et une fille, soit des copines. Enfin, faut écouter. Et voilà, on a beaucoup de retours de gens qui nous disent un podcast qui parle pas de la marque. En fait, ce qu'il faut que les marques comprennent, c'est que, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup aussi de visuels en marque blanche, c'est-à-dire que le podcast, c'est des auditeurs qui vont écouter. S'ils voient sur le logo qu'il y a une marque en énorme, s'ils voient que tous les 2 mots, on va parler de la marque et on va faire une sorte de pub, ils vont plus écouter. Et en fait, nous, ce qu'on cherche... Encore, ça dépend. Il y en a, ça marche très bien. C'est des passionnés par la marque, éventuellement. Voilà. Ça marche pour le champagne, par exemple, je pense. Alors voilà, c'est-à-dire qu'après... Mais ça, c'est pareil, on parle pas vraiment de la marque, parce qu'on va dans les vendanges, on explique comment on fait du champagne, donc c'est pas vraiment... C'est-à-dire, comme tu disais... le produit, quand même. Voilà, oui, bien sûr, non, mais c'est comme tu disais, Anastasia, c'est qu'il y a des marques, évidemment, si demain Cartier se met, ou Hermès, et je fais un podcast, évidemment que là, je pense qu'il y aura évidemment moins de barrières à l'écoute que si Renault ou je sais pas, la Sogé ou EDF fait un podcast. D'ailleurs, EDF en fait déjà un. Ou tous les 2 mots, on va parler d'EDF. Ou si, enfin voilà, moi tout de suite, en tout cas, je vois EDF sur le podcast. Par contre, c'est ce qu'on dit aux marques. Quand on va venir créer un pitch et produire le podcast après, il faut que les gens donc viennent l'écouter sans savoir qui est derrière. Et c'est justement, en fait, c'est tout là l'intérêt de la marque, c'est que de toute façon, les gens vont se dire, ok, c'est assez fou ce contenu. Qui est derrière ça ? Est-ce que c'est un podcasteur ? Est-ce que c'est une marque ? Et ils vont voir que c'est la Massif. Et là, du coup, ça va créer un lien, évidemment, avec l'auditeur. Donc vraiment, on n'en parle pas du tout dans l'épisode, ni au début, ni à la fin. Ils disent juste proposé par l'essentiel. Par un Massif. Ou porté par, tu vois. Ok, d'accord. Mais après, on est vraiment sur, de non, on va pas vous vendre de l'assurance. Non. À aucun message de public. Rien. Aucun moment. Aucun moment. Et c'est eux qui ont voulu mettre ça en place ou c'est vous qui On a répondu à un appel d'offres. Ouais. Et donc on a pitché des concepts et ils en ont choisi un des 3 et vraiment on est très heureux parce que c'est vraiment un très bel exemple avec Tétinger. Comme quoi on peut le faire. Avec HEC, avec Fondation avec EDF. DOT, avec la Fondation EDF. Enfin, en fait, il y a énormément d'exemples. Franchement, majoritairement, on est à 90% sur des podcasts qui parlent peu d'eux. Qui parlent peu ou pas d'eux, qui ont vraiment compris le modèle du podcast. Ce que j'allais vous demander, est-ce que vous avez l'impression que vos clients, les marques que vous rencontrez, sont au courant, ont bien compris le concept du podcast, que c'est pas de la publicité, que c'est... Faut leur apprendre. Il y en a de moins en moins, mais il y en a. Oui, ils commencent à comprendre. Déjà, ils savent que c'est un podcast. C'était ma question. Est-ce que vous avez encore ce travail d'évangélisation à faire auprès des marques quand vous allez démarcher un peu. Pour vendre le podcast quand même. Mais ils savent pas toujours où ça va vraiment passer, par exemple. La diffusion, ils savent pas vraiment. Surtout nous qui proposons beaucoup de reportages, ils veulent toujours tout scripter. On leur explique que le script, en fait, ça peut être bon pour certaines choses, mais laisser parler les gens, parce que nous on monte derrière, donc c'est pas grave. Mais malheureusement, beaucoup de ces marques ont derrière eux beaucoup de gens qui vérifient le mot près, etc. Donc s'ils n'ont pas de script, on sait jamais qu'on dise le mauvais mot. Donc heureusement, la plupart ont compris ça et que tant pis si parfois il va pas y avoir le mot, et que tant pis. Ou alors il faut pas faire de reportage. Ou alors effectivement tout est scripté et on se parle avec un texte tout fait. Mais c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment de faire du podcast, quoi. C'est ça. Et puis je pense qu'on arrive bien aussi à les conseiller dans ce chemin-là, quoi. C'est-à-dire que s'ils prennent une agence aussi comme la nôtre, c'est parce qu'ils savent que derrière on a aussi de l'expérience, qu'on sait ce qu'on fait aussi. Ah bah oui, c'est très travaillé avant quand même, parce qu'on s'en parle beaucoup. Je veux dire, on part pas non plus comme ça dans la nature. Tiens, si j'allais interviewer un tel. En effet, on a déjà de l'expérience. Ça fait plus de 2 ans qu'on fait ça. On a des succès. Donc, je veux dire, les marques sont contentes d'avoir produit le contenu qu'on les a accompagnés à produire. Donc voilà, ils nous écoutent aussi, je veux dire, parce que sinon sinon ça sert à rien de venir les conseiller. Après, il y a aussi aujourd'hui sur les marques un moment où ils nous parlent de ROI. D'accord, bien sûr, évidemment. Ouais. Donc le ROI, oui, et on comme est tous pour. Mais on vend pas les chaussettes. Mais voilà, et c'est-à-dire que le podcast justement, alors oui, il y a un ROI, mais moi je parle plus de ROI de notoriété. C'est-à-dire que voilà, on arrive à chuchoter à l'oreille d'un auditeur, on va évidemment développer sa communauté, on va valoriser son image de marque, mais évidemment, c'est pas demain qu'on va pouvoir venir traquer toutes les retombées. C'est pas du podcast. Comment en fait, c'est même pas possible. Mais non, c'est pas possible. Alors l'engagement d'une personne. C'est possible si par
exemple, ça pourrait être le cas par exemple pour une enseigne de supermarché, tu vois, ou mais alors c'est peut-être un peu moins du podcast, où tu peux parler, je sais pas, du rayon aliments bio, ou alors voilà des éleveurs, etc. Et à la fin, tu donnes un code, un code promo, et là ils peuvent suivre et là du coup tu peux traquer. C'est moins sexy, mais quand même je trouve que là aussi les marques comprennent bien que si tu veux, le podcast ne remplace pas toute leur strate communication. Oui, c'est un des axes dans leur stratégie de communication que tu développes. Donc voilà, après ils ont du growth marketing à côté, ils font du SIA, tu peux analyser les retombées, etc. Et dans le podcast aussi, on accompagne nos clients dans la créa, la prod, la diffusion et maintenant la médiatisation du podcast. Et là, par contre, quand même, dans la médiatisation du podcast, c'est plus facile à traquer. Tu peux quand même traquer les retombées sur certains leviers. Sur la presse, sur des acteurs aujourd'hui comme Edisound. Je sais pas si tu connais, c'est un nouvel acteur en fait où tu viens vraiment, je t'explique le truc très basiquement, sans parler de la techno derrière. En fait, c'est un acteur qui est en partenariat avec un Reworld Media. Donc du coup, tout l'intérêt est de venir dans l'article sur ton web, plugger un passage de ton podcast et donc tout de suite. Il y aura un rapport avec l'article. Et donc évidemment après, tu peux traquer le nombre de clics, etc. Et en lien évidemment avec ta cible et ton message. D'accord, donc ça se fait manuellement, c'est à toi de contacter. C'est Edisound qui fait ça. Je leur fais la pub. Ouais, c'est sympa ça. Je vais regarder, en plus c'est intéressant. Voilà, c'est un levier qui marche bien. Évidemment aussi, on fait du pré-roll sur des podcasts déjà très connus qui sont évidemment encore une fois en lien avec la cible et le thème. T'as des acteurs comme Spotify, Deezer qui font aussi des packs pubs qui sont intéressants où tu peux venir traquer aussi. T'as évidemment des réseaux sociaux, ads, SIA et réseaux sociaux. T'as le RP. Enfin voilà, et t'as de l'influence. Aujourd'hui, il faut en effet, là je rebondis juste sur la médiatisation parce que c'est hyper important et les marques ça commence tout juste à peu près à comprendre qu'il faut faire savoir que son podcast existe. C'est pas parce que tu as un contenu qui est super beau, très inspirant il faut faire savoir que ton podcast existe, c'est comme malheureusement entre guillemets tout produit quoi. C'est ce que je dis à toutes mes clientes. C'est vrai que c'est presque 70% du travail en fait la com parce que et comme tu dis, même si ton produit est génial, si personne ne sait qu'il existe, ça sert à rien. Puis dans la jungle d'internet, on est au fin fond de quelque part, de complètement virtuel pour nous et pour nous découvrir, c'est pas en mettant 3 mots clés qu'on va y arriver. Hein. Donc c'est sûr qu'il faut y aller. Et on dit souvent 2/3 du budget. Oh, même plus, je dirais qu'on est même passé au-delà. On est passé au budget. D'un podcast. Le podcast, la médiatisation va être le budget du podcast, voire beaucoup plus. Minimum, hein, vraiment, là, c'est minimum. Et donc, c'est ça qui freine encore les clients, c'est que sur le podcast, c'est encore un petit peu nouveau pour beaucoup de marques. Donc, c'est-à-dire ils prennent un budget de test. Et c'est que du coup, après, ils se disent, il faut encore ajouter un budget pour la médiatisation. Donc, on commence par faire de la créa, la prod et la diffusion. Et après, on voit qu'évidemment, les écoutes sont limitées. Et donc, c'est là où on déclenche la médiatisation. Mais après, c'est très bien aussi de le déclencher. Ça relance aussi les écoutes, donc c'est super. Vous arrivez à avoir un vrai impact sur justement une fois que cette médiatisation a été mise en place, sur la différence au niveau des écoutes? Ouais, quand même, on a des pics. Je dirais qu'après, il y a une nuance, c'est-à-dire que si on fait un podcast avec aussi des gens très connus dans le podcast, je veux dire, la médiatisation, ça sera pas la peine d'en faire autant. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment aussi, il peut y avoir aussi des petites, et on est là aussi pour conseiller nos clients, des petites choses. Déjà, quand on produit le podcast, de faire venir des gens de connus, d'avoir aussi un œil sur anticiper, en fait, si tu veux, la possibilité d'impact sur les audiences. Il y a aussi des petites choses qui peuvent exister dans la prod, quoi. Donc voilà. Mais oui, évidemment, il y a un impact quand même. Ouais. Ce qui est intéressant, rassurant ou pas, je ne sais pas, mais c'est de se dire que même une marque qui est assez connue, a cette problématique-là de faire connaître son podcast, en fait. Ça ne suffit pas juste de faire un podcast, de le mettre sur son site internet, et puis voilà quoi. Absolument. Ok, et très intéressant. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le déroulement du processus de création d'un podcast avec une marque? Donc, est-ce que c'est un brief, un client qui arrive avec un brief et vous l'aidez, quelles sont les étapes en fait jusqu'à la... Ça dépend. Hein. Jusqu'à la mise en ligne. Il y en a qui arrivent, qui savent pas du tout, qui disent bonjour, je voudrais un podcast. Dites-nous un peu qui vous êtes, pourquoi, comment, et puis nous on leur propose des idées. Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas, ça dépend.
Alors, il y a aussi des appels d'offres où il y a beaucoup de choses de proposer. Ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent. Et puis d'autres où ils laissent totalement le champ libre à la production de proposer et c'est pour ça que c'est un appel d'offres, parce que justement, on va arriver tous avec une idée différente et ils vont voir celle qu'ils préfèrent. Il y a ceux qui savent très très bien ce qu'ils veulent dès le départ. Absolument. Et qui nous disent, moi j'ai besoin juste de la production, en fait, que notre idée, vous la transformiez en un podcast, parce qu'ils savent pas faire, ce qui est normal, chacun son métier. Et ça, c'est aussi très agréable. Alors évidemment, on est obligé de suivre un peu, mais souvent ils nous laissent quand même le droit de dire là je suis pas sûre, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez partir par là, peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Donc c'est intéressant parce que c'est un vrai dialogue en général, on s'entend quand même très très bien avec nos clients, c'est toujours assez plus que cordial, je dirais, c'est assez amical même. Oui, c'est-à-dire qu'on travaille quand même beaucoup avec eux, parce que ça demande du temps aussi d'amorcer un podcast. Après c'est beaucoup plus fluide, parce qu'une fois qu'on a tout en tête, je veux dire, ils entendent pour la plupart plus trop parler de nous, sauf évidemment quand on leur envoie les premiers montages. Mais oui, on a des clients aussi qui nous ressemblent, c'est-à-dire qu'on a des personnalités toutes les deux qui sont assez marquées. Donc je pense que aussi nos clients, tu vois, s'ils choisissent aussi de travailler avec nous, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée à un moment donné. C'est qu'il y a un feeling, et que du coup c'est pour ça aussi qu'on a des clients qui nous suivent et qui sont fidèles, qui renouvellent, souvent ils partent sur une saison, puis finalement une autre, et puis ou qui veulent une nouvelle émission carrément. Donc c'est ça en effet, c'est ce que disait Marjorie, c'est-à-dire que moi j'arrive en général avec le client, on échange nous et des créas sur les pitchs possibles. Ensuite évidemment c'est en fonction d'un budget. Il y en a qui ne savent absolument pas le budget d'un podcast et de prod d'un épisode. Il y en a qui arrivent avec un budget défini, donc à nous de rentrer aussi dans ces conditions-là. Et après évidemment on va commencer dans les propositions de pitch à rédiger un peu une ligne éditoriale pour savoir un peu pour qu'ils sachent où on veut qu'on les embarque. Une fois que la propale est actée au niveau du budget, de l'idée, de la mise en place, en fait après moi je refile tout le bébé à Marjorie et ses équipes pour qu'ils partent justement à décider de ça prend combien de temps à peu près entre le brief et ça dépend vraiment. Il y a des gens le brief et la mise en ligne. Peut-être la validation finale, on va dire. Ça dépend, ça peut être franchement en un mois. Voilà, et d'autres en 6 mois ou un an. Ok, d'accord. Ça peut être super rapide. Alors on n'a pas eu de bol là, il y a eu la Covid quand même qui a un peu... mais qui nous a fait avoir des opportunités. Oui, totalement. Mais je veux dire, sur le temps de décision, etc., c'était pas évident. On fait de l'immersif. Voilà. Si tu veux, l'immersif en temps de Covid, on était un peu plus... c'était plus compliqué. Donc les temps de prod ont été hyper allongés, en effet. Non, mais les temps de décision aussi de la part des clients qui finalement j'ai pas ce gars-là, il est pas là, ou enfin quelqu'un qu'on était censé interviewer et puis en fait il est chez lui, enfin bon bref, et donc ça peut repousser pas mal la production du podcast. Est-ce que vous pouvez juste dire 2 mots sur ce que c'est un podcast immersif justement, et dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire des podcasts immersifs? Ça vient de moi, parce que donc je suis journaliste et que j'ai fait ça toute ma vie et que j'adore entendre les petits oiseaux, les abeilles, les machines, les tronçonneuses, l'action, quoi. Voilà. Vous allez sur place vraiment. Voilà, ou être dans un bloc opératoire qu'on a beaucoup fait, dans les vignes, au restaurant, à l'hôpital, enfin voilà, et que ça, nous, on a l'impression, et je pense que c'est la réalité, que c'est en allant là où se passent les choses qu'on va ressentir ce que vivent ces gens, qu'ils soient là pour travailler, là pour être soignés, là pour avoir du plaisir. C'est en entendant toutes ces choses, même si on les connaît dans la vie, on les oublie. Des fois, en fait, regardez les gens dans le métro, ils écoutent des podcasts alors qu'ils pourraient écouter le métro. J'exagère quand je dis ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a du bruit partout, tout le temps. Et pourtant, qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles? C'est aussi la vie qui nous entoure. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé dans le métro d'écouter un podcast et j'entends un hélicoptère et je me retourne. Je me dis, mais il y a un hélicoptère dans le métro, c'est complètement dingue. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on vous fait revivre certaines choses qui peut-être vous ne l'auriez peut-être jamais entendues. C'est ça en effet qui est intéressant. Alors l'immersif, c'est aussi pour plonger vraiment l'auditeur dans un univers, parce que c'est vrai que ça fait du bien aussi au cerveau de s'échapper. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on lit, etc. C'est pour se retrouver et vivre une autre histoire. Et quoi de mieux que de vivre une autre histoire quand on est vraiment plongé dedans. Et en effet, je pense qu'évidemment Marjorie nous a emmenés vers l'immersif parce que t'adores être avec les gens, t'adores leur parler. C'est ça. Et puis les interviewer chez eux ou dans leur environnement, c'est tellement plus sympa et ils sont tellement plus libres plutôt que derrière une table. Enfin, pardon, c'est ce qu'on est en train de faire, mais là.
on n'allait pas se retrouver. Bah non, on est quand même chez toi. On est quand même chez moi, c'est vrai. Donc on n'est pas dans un studio carré. Et ils se lâchent. Forcément, ils se lâchent. Et puis, je pense que voilà, on est en train de se développer. En effet, comme on te l'a dit au début de l'interview, et ça va aller encore plus au-delà, si tu veux, parce que l'immersif, c'est vraiment en effet quand même un des axes de demain, au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau vraiment d'envelopper l'individu dans un univers, peu importe où il est, de le transporter autre part, quoi, grâce à l'image et grâce au son. Donc vraiment, voilà, c'est des choses qui nous tiennent. On commence, il y a beaucoup de choses qui sortent aussi dans le monde du podcast. C'est un monde qui change aussi tous les jours, au niveau tech, au niveau son, donc voilà, notre travail aussi aujourd'hui, c'est vraiment d'anticiper tout ça et d'être à jour et justement de proposer toujours le meilleur à nos clients. Et évidemment de développer aussi nous ce qui nous paraît être le meilleur pour nos créations, quoi. Et je vous entendais justement dans une autre interview sur Ça va pulser dire qu'effectivement ça change tellement rapidement. Le monde du podcast évolue hyper rapidement, il y a toujours des nouvelles choses, c'est parfois c'est un peu flippant des fois. Ouais. C'est-à-dire que pour être à la page, il faut vraiment faire une sorte de veille de ce qui se passe, et que parfois même nous on est obligé de courir après la nouvelle pour être sûr qu'on est dedans. Bon, parfois on passe à côté de trucs exprès, à vrai dire, parce que ça sert pas à grand chose, on peut pas tout faire, et puis ça nous apporte pas tant que ça, mais il y a des choses sur lesquelles là on est en train de travailler, ou on est en train de réfléchir pour faire avancer les choses, quoi. C'est parce que c'est ça qui est chouette aussi, parce que on a envie aussi de croître un peu plus, quoi, et donc c'est bien aussi d'avoir de nouvelles idées, de faire autre chose aussi, c'est toujours innover aussi un peu, c'est ça qui, je pense, qui nous tiendra aussi, tu vois, dans cette expérience là d'entrepreneuriat, quoi. C'est quoi, en quelques mots, pour vous, un bon podcast? Qu'est-ce qui fait un bon podcast? C'est compliqué, ça. Ouais, c'est compliqué. En même temps, c'est assez... Enfin, je veux dire, un bon podcast, de c'est marque une ou bonne pas idée. Peu importe, ouais. Non, mais c'était pour rigoler. Ah d'accord, mais on n'a pas compris. Non, vous voyez, il faut pas que je fasse un podcast d'humour, ça tomberait à plat. Bon, alors tu pourras déléguer. Le format humour, on laisse tomber. Ouais, on laisse tomber. Oui, alors un bon podcast, pour moi, c'est une bonne idée. Une idée originale et innovante. Ouais, ok. C'est un bon son. Parce que c'est vrai que tu peux avoir déjà des très bonnes idées, de temps en temps des très bonnes idées, mais avec derrière ça suit pas niveau son, et du coup on peut pas l'écouter, quoi. Tu décroches hyper rapidement. Donc tout le travail en effet de son derrière, et puis de qualité, quoi, quelque chose qui nous apporte on peut apprendre des choses, on peut comprendre des choses, on peut s'envoler dans sa tête. Enfin voilà, tu vois, on peut rire, on peut moi je dirais en effet ces trois mots-là, c'est un contenu innovant, original, travail sur le son et de qualité, quoi. Et toi, Marjorie? Pareil, mais moi c'est vraiment au feeling. J'ai beaucoup de mal à dire. C'est comme si vous me disiez c'est quoi un beau garçon? J'en sais rien. Ça dépend. Ouais. C'est le charme. Donc moi, c'est en l'écoutant que je vous dirais tiens, ce podcast, lui, ça c'est bon, ça. Mais j'ai beaucoup de mal à définir. Moi, il y a des podcasts à moi que j'aime pas, ou que je trouve pas formidable. Et puis t'as pas une grille de lecture. Non, voilà. Puis il y en a d'autres que j'adore et que peut-être personne va écouter. Bon, peu importe. Mais c'est un feeling, je pense. D'accord. Oh. Mais ça c'est moi. Ouais, très bien. On a plus une créative là. C'est ça. Ouais. T'as vu, moi j'étais plus en bullet point. Ouais, voilà, c'est ça. Avec des trucs à avoir. Ouais, et c'est là où on se complète. Voilà, c'est ça. Beaucoup. Très bien. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, si j'ai envie, si un auditeur a envie de créer un podcast et qu'il a envie de faire que ce podcast soit vraiment immersif, qu'on soit dans l'univers qu'il a envie de montrer, quels seraient vos conseils, par quoi est-ce qu'il devrait commencer, peut-être? Alors déjà, faire un podcast, déjà il faut qu'il trouve l'idée qui le passionne aussi. Je pense qu'en effet, encore une fois, t'es bien meilleur quand tu fais quelque chose qui te plaît. Et ensuite, le podcast immersif, là, je te laisse la parole, Marjorie, parce que bon, donc très bien. Déjà faire quelque chose qui nous passionne, mais si on parle de marque, il faut évidemment savoir de quoi on parle. Donc il y a un travail journalistique en amont, avec la marque qui va nous donner de l'info, qui va nous présenter les gens qu'on peut interviewer sur le sujet, en général des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, et de mettre ces gens-là à l'aise pour que justement ça ne devienne pas de la vente ou de la prévente, mais un vrai discours honnête. Donc ça, il faut savoir mettre les gens dans cette situation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quoi de mieux que chez eux ou dans leur monde, dans leur environnement, pour qu'ils se lâchent. Ouais. Donc, l'idée, c'est, pour que ce soit immersif, il y a deux choses. C'est prendre du son tout seul, d'un côté.
sans personne qui parle dessus. Comme ça, on peut réutiliser ce son sur plein de choses, l'avoir en soutien. Par exemple, je vous donne un exemple, plutôt que d'interviewer la personne, si vous êtes dans une entreprise qui fait du tissage, comme j'ai été l'autre fois, où les machines sont hyper fortes, on n'entend rien, qu'est-ce qu'on fait ? On se met dans un petit bureau, tranquillou, mais c'est toujours leur environnement. Elle me raconte, et le son que j'ai été prendre avant, je le rajoute sur une deuxième piste. Alors là, ça devient un peu technique. Sur une deuxième piste, pour que au loin, on entende un peu le qui est insupportable si on le faisait. Enfin, désolé, mais c'est insupportable pour des gens lambda comme moi. Écouter, c'est compliqué, voilà. Et d'écouter, on met ça par-dessus, la personne parle, et là, on a l'impression effectivement d'y être. Et puis, si on fait les vendanges, bon, on va faire les choses directement dans la vigne. Et là, c'est pareil. On va prendre un petit bout d'une conversation d'un côté, puisque c'est les vendanges. Donc, c'est pas que un expert. Ce qu'on veut, c'est des gens qui y travaillent. Ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des bribes de conversation, des gens qui racontent ce qu'ils sont en train de faire vraiment, pas oui alors pour moi la vigne, non mais on s'en fout. Alors clic, je suis en train de couper le raisin, je suis en train de le goûter, comment il va être le vin, le champagne cette année, voilà. Et après il y a un énorme travail de montage pour que tout ça ressemble à quelque chose comme une sorte de reportage, c'est-à-dire pas rester 10 minutes sur le même mec, sur la même personne, parce que ça peut devenir un peu rébarbatif, mais de le rythmer avec justement cette petite conversation qu'on a entendue d'un côté, les abeilles qui sont plus loin en train de faire la même chose, elles font leur propre vendange, enfin voilà, et de créer tout ça pour que ça fasse un monde de 15 minutes, 20 minutes où on est dedans, quoi. On est dedans. C'est un travail énorme en fait de rassembler tous ces morceaux. Faut beaucoup réfléchir après. C'est ça, c'est que d'abord il y a de la réécoute, parce que souvent sur le terrain on prend. On a des questions bien sûr, mais on sait pas. Moi, la première fois que j'ai fait les vendanges, je savais pas ce que c'était. Donc voilà, j'y vais, puis hop, je mets mon micro partout où je peux le mettre. Et puis après, on ramène tout ça, on dérush, ce qu'on appelle dérusher. On écoute tout ça, on voit ce qui pourrait aller, on écrit dans sa tête ou par écrit d'ailleurs une sorte de script, à quoi ça va ressembler. Là, on reprend tous les morceaux dont on a besoin. Donc, évidemment, il faut être quand même un peu organisé. Et puis, à la fin, on en fait un reportage. Enfin, une sorte de reportage. Et voilà, c'est la fin de cette interview. Alors, on a eu un petit souci d'enregistrement. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est 3 podcasteuses professionnelles dans la même salle que ça n'arrive jamais. Donc l'enregistreur s'est coupé à la toute fin de l'interview, donc vous n'avez quasiment rien loupé, mais on n'a pas pu se dire au revoir sur le podcast, mais on se l'est dit en vrai, donc c'est tout ce qui compte. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Moi, ça a été un vrai plaisir de parler avec Marjorie et Cécile, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne fin de journée, soirée ou nuit. À bientôt.